Plus de 20 000 candidats inscrits sur toute l'étendue du territoire national au concours d'entrée à l'Institut de formation des maîtres. Ici à Bamako, le top départ des épreuves a été donné au centre du lycée Ibrahim Ali pour le compte des cycles spécialistes et généralistes. Les autorités de la transition gratifient les meilleurs élèves du DF des académies d'enseignement du Mali en les offrant un voyage intégrateur à nos futurs cadres à la découverte du riche patrimoine culturel et touristique du pays. Selengue Sikasso visitait l'initiative de l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali qui a pour ambition la relance de nos activités touristique. Le dossier de la rédaction est consacré au cousinage à plaisanterie, particulièrement celui existant entre les communautés Bozo et Dogon. L'origine de ce cousinage, c'est non dit et interdit comme le mariage entre ces deux ethnies. Autrement, un Famanta ne peut pas marier un Nangoïba et vice-versa. On saura les raisons avec Aliou Abdoulaye Touri. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ils sont plus de 20 000 candidats inscrits sur toute l'étendue du territoire national au concours d'entrée à l'Institut de formation des maîtres pour le compte des cycles spécialistes et généralistes. Le concours a débuté ce matin. Ici à Bamako, les épreuves ont été lancées au centre du lycée Ibrahim Ali. Fademba Keïta était sur place. En ouvrant l'enveloppe de l'épreuve de rédaction soumise à tous les généralistes, au centre du lycée Ibrahim Ali, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale lance ainsi le concours d'entrée dans les différents instituts de formation des maîtres IFM du pays. Vigilance et effort personnel sont les conseils donnés par le représentant du ministre. Je dirais de toujours continuer à faire des examens propres, sans faute, sans fuite, et dire aux futurs élèves maîtres qui seront très certainement des enseignants dévoués à la tâche, que leur métier est très noble et que cela passe forcément par la maîtrise de soi. Aux surveillants, comme d'habitude, leur engagement est d'abord salutaire depuis les examens passés. Nous leur demandons de continuer dans cette logique-là. Toutes spécialités confondues, ils sont plus de 20 000 candidats désireux devenir des futurs éducateurs, parmi lesquels des non-voyants. Ils sont aujourd'hui plus de 20 000 candidats qui sont répartis entre 20 académies et ça fait un peu plus de 50 centres. Parce qu'il y a qu'à Bamako, nous avons déjà 8 centres. Tous les confidentiels sont sur place depuis avant-hier et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas entendu parler de fraude ou encore moins de fuite de sujets. Nous avons en tout plus de 839 candidats. Nous avons uniquement la section DEF ici. Il y a 21 salles avec 42 surveillants. Pour les surveillants, quand même, on a procédé au remplacement. Les surveillants qui sont absents, on a procédé au remplacement de ces surveillants. Ces futurs maîtres du premier et du second cycle ont déjà à l'esprit que n'importe qui n'est pas éducateur ou pédagogue. La pratique exige d'eux la formation des cadres compétents qui n'auront qu'à l'esprit qu'une expression, l'avenir du pays. Oui, l'avenir du pays. Un mot de ce point de presse animé par le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali. Yacouba Diarra, secrétaire général du groupement, va nous expliquer le pourquoi de la tenue de cette rencontre. Elle fait suite à une prétendue attribution des marchés de gré à gré au groupement. Faux, dit-il. Il dénonce ces allégations. On l'écoute au micro de Mamadou Fani. Il est dit que dans ces derniers temps, les marchés ont été attribués gré à gré 17 milliards. C'est des informations dont les gens n'ont pas très bien vérifié. Et dans notre groupement, il y en a des sociétés, des entreprises qui ont participé dans l'exercice de la subvention de cette année. Chaque année, il y a des appels d'offres qui sont organisés et nous avons toujours participé à l'appel d'offres. Chaque fois que nous sommes retenus, nous participons à la distribution d'engrais. Nous avons nos notifications ici. Dire que ces marchés nous ont été attribués gré à gré, c'est de fausses allégations. Ceux qui profèrent ces informations n'ont même pas de connaissances dans le domaine. 17 milliards, c'est l'ensemble de la subvention que l'État octroie aux producteurs à titre de subvention dans l'année. Ces 17 milliards, c'est sur tout l'étendue du territoire malien de Caille à Kidal, y compris l'Office du Niger. Ce sont ces-ci que nous avons voulu
éclaircies, sans pourtant avoir la prétention de répondre à qui que ce soit. Voilà, les fake news en français, fausses informations, il faut les combattre. Le projet Le Jalon, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Mali, en est bien conscient. C'est pourquoi il a initié une formation de 1500 jeunes pour lutter contre la désinformation. Les jeunes viennent de terminer la session. Saloum Konaté nous en parle. Ils sont composés de journalistes, de blogueurs et d'étudiants. Ils viennent de recevoir leurs attestations après 2 ans de formation sur les techniques de détection et de vérification de fausses nouvelles. Cette formation est une initiative du Jalon Média spécialisée en fact-checking en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Le projet a été mis en œuvre durant 2 ans. Nous avons réussi à organiser à Bamako, Koulikoro, Ségou, au total 37 sessions de formation sur une prévision de 35. 965 personnes ont été formées aux techniques de vérification des faits, communément appelées le fact-checking. Lesjalons.com est membre actif de l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali. D'ailleurs, c'est le seul site d'information aujourd'hui qui est spécialisé dans la vérification des fausses informations au Mali. Concernant ce projet, Les Jalons a associé Appel Mali du début jusqu'à la fin. Le directeur général de l'ORTEM salue les initiateurs du projet qui, selon lui, est le bienvenu vu la situation actuelle du pays. Le programme, dans un premier temps, s'est tenu à l'ORTEM Bamako, faire la différenciation entre les fausses et les vraies nouvelles. Vous savez, en cette ère, ce n'est pas facile. On a échangé tout d'abord là-dessus, mais ce qui est important pour nous, c'est justement de donner quelques clés à nos animateurs et à nos journalistes pour leur permettre de faire une certaine différenciation. Selon l'ambassadeur des États-Unis, rien n'est plus dangereux qu'un journaliste mal formé. On a bien noté que dans ces jours, il y a assez de désinformation, mais souvent les fausses informations. Et c'est difficile pour un journaliste, parce que je sais, il y a toujours la compétition d'être le premier avec les informations, mais est-ce que ces informations sont la vérité ou faux? Coordinateurs comme panélistes, tous ont salué l'ambassade des États-Unis qui a contribué à la réussite de ce projet. Nous allons écouter à présent Brahima Djigiba, chef du centre de documentation et d'informatique de la DNGM. Avec une délégation, il vient d'effectuer une sortie dans la localité de Trungoubé, région de Nioro. Cela fait suite à la connaissance de phénomènes naturels constatés qui se manifestaient par des bruits étranges provenant du sous-sol. Les résultats des recherches, il nous en parle au micro de Nouhoum Sissoko. Du point de vue géologie, le village de Trungoubé est situé sur une faille, au contact de 2 lithologies différentes, les calcaires et les schistes. Donc, qui dit faille, dit une zone de faiblesse dans l'écorce terrestre. Donc, nous avons pu dénombrer 30 forages d'eau. Ils sont tous positifs. Nous avons fait ce travail. C'était pour confirmer réellement la présence, c'est-à-dire la présence probable d'une rivière souterraine. Donc quand nous avons compris ça, nous sommes partis sur le terrain faire des observations. Nous avons vu sur le terrain, en surface, les calcaires qui affleurent, c'est-à-dire les calcaires qui sont visibles, sont fissurés. Et les grès, les schistes là dont j'ai fait allusion, aussi sont fissurés dans les rivières. L'eau souterraine contient du gaz carbonique. Les eaux de ruissellement aussi contiennent aussi des eaux acides. Avec des eaux de ruissellement chargées de gaz carbonique qui favorisent la dissolution des roches calcaires à l'intérieur du sous-sol, créent des cavités. Et ces cavités sont remplies d'eau. Donc, le fait que c'est l'eau, avec la fluctuation, vous voulez bien, du niveau de l'eau, le fait que l'eau pénètre dans les fissures de ces roches calcaires et décèle des blocs, permet, par la simple pesanteur, de les entraîner dans l'eau
Quand il y a un détachement de blocs, de calcaire par exemple, quand le bloc tombe dans l'eau, ça donne du bruit, ça fait du bruit. Et comme sous le sol, il y a un vide, il y a beaucoup de résonances. Et chacun pense que le bruit vient de son côté. Nous savons que géologiquement, le Mali est dans une zone stable en termes de tremblement de terre. Mais le phénomène qui se passe, c'est un phénomène vraiment qui n'est pas dangereux, qui n'est pas une menace pour la population. Le département va prendre des dispositions nécessaires pour leur montrer exactement où se passe le phénomène. C'est ce que les villageois attendent de nous. En résumé, il ne faut pas avoir peur. Dans le cadre de la célébration du 12 août, Journée internationale de la jeunesse, un consortium d'ONG dont la JICAD et FINPIS a initié un cadre d'échange intergénérationnel autour du thème solidarité intergénérationnelle, créer un mode pour les âgés. Boubacar Kamouti. Ce cadre intergénérationnel se veut un espace de transfert de compétences, du savoir entre les jeunes et leurs aînés. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Les panélistes, parmi lesquels des universitaires, cadres d'ONG, représentants de l'État, ont échangé durant 3 heures avec l'assistance composée de toutes les tranches d'âge. Des échanges qui ont porté sur la problématique de l'employabilité des jeunes, le terrorisme, l'entrepreneuriat, entre autres. Le but est d'amener ces jeunes à se frayer un chemin dans une sphère émaillée de défis. L'idée, c'est d'amener les jeunes et ceux qu'on appelait dans la salle les moins jeunes, mais ce sont nos aînés, à discuter, à échanger et à voir qu'est-ce qui pourrait nous donner une meilleure société. Nous sommes dans une dynamique au Mali où on est en train de réformer les choses. On a envie d'aller dans une nouvelle dynamique, mais positive. Je crois que c'est très important. La jeunesse, ils sont une partie très importante dans le futur du pays, dans la vie économique. Alors les jeunes doivent avoir les possibilités de faire accroître l'économie, de jouer leur rôle dans l'économie. Ça, c'est le plus important. La vie politique, le même. Là, les jeunes, il faut trouver les moyens pour soutenir les jeunes et leur participation dans la vie, dans la société et la vie politique. Ce concept rime avec la vision des plus hautes autorités du pays qui se battent au quotidien pour faciliter l'insertion des jeunes. Je suis vraiment impressionné, vu la participation des jeunes à cette activité, vu les intervenants et les panélistes. Je crois que les débats ont été à la hauteur. On a écouté les préoccupations des jeunes et j'ai vu qu'actuellement tout se passe très bien. Les prestations de slameurs et chanteurs ainsi que la prestation des sketchs qui traitent la problématique de la jeunesse malienne ont constitué un autre temps fort de cette journée. Le gouverneur de la région de Koulikoro à Mafia dans la commune de Meguetan et Mamibougou dans la commune urbaine de Koulikoro. Le colonel Lamine Kapori Sanogo visite certaines réalisations du budget spécial d'investissement 2021. Il s'agit d'un système hydraulique villageois et d'une pompe à motricité humaine. Djemba Moussa Konaté a tendu son micro au gouverneur de la région de Koulikoro pour plus de précision. C'est pour compléter le réseau de la Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep à Mamibougou dans la commune urbaine de Koulikoro que le gouvernorat a réalisé une pompe manuelle avec des ouvrages d'assainissement dans ce quartier. Le gouvernorat a aussi réalisé un système hydraulique villageois à Mafia à une quinzaine de kilomètres de Koulikoro dans la commune rurale de Meguetan. Aujourd'hui, dans le milieu rural, c'est le problème d'eau qui est surtout important chez nous. L'eau qui vient du sous-sol, c'est une eau pure et qui peut nous éviter surtout beaucoup de maladies. Donc moi je suis très content, très heureux. Au nom de toute la commune de Meguetan, nous remercions le gouvernement. Avant l'installation de ce système hydraulique villageois à Mafia, on souffrait beaucoup. Les puits tarissaient, on avait toutes les peines du monde. La réalisation de cet ouvrage hydraulique par le gouvernorat nous a soulagés à plus d'un titre. L'installation de ces infrastructures qui s'inscrit en droite ligne des programmations du budget spécial d'investissement dans la région de Koulikoro vise à couvrir les besoins en eau des populations bénéficiaires. Les bénéficiaires sont évalués à 400 personnes. Le coût de réalisation est de 9 millions de francs CFA.
Donc c'est pour vous dire que le budget spécial d'investissement de la région a été réellement investi pour le bonheur des populations de la région de Koulikoro. Autour de chaque ouvrage, un comité de gestion chargé de veiller sur la pérennisation des outils à partir des fonds générés par la Banque de l'eau a été mis en place. Les travaux ont été supervisés par la direction régionale de l'hydraulique de Koulikoro sous la maîtrise d'ouvrage du budget régional. Voilà, c'était plutôt un reportage signé Djemba Moussa Konaté. Les acteurs du cadre de concertation sur les migrants en conclave à Tombouctou, ils veulent diminuer le taux massif de migration irrégulière dans la région de Tombouctou, qui compte 500 départs contre 200 retours de migrants vers l'Europe chaque semaine. Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina, correspondance. Cette réunion du cadre de concertation régionale sur les migrations regroupe à Tombouctou les acteurs intervenant dans la chaîne de la migration irrégulière, notamment la protection civile, la gendarmerie nationale, la société civile et l'Organisation internationale pour la migration. Objectif, veiller à la coordination des actions, tout en mettant ensemble les acteurs intervenant dans le domaine. Imaginez-vous la semaine 500 migrants ou 600 à travers le représentant de transporteurs qu'on a eu ces informations. La chaîne, c'est très clair, c'est le départ, le transit, destination et de retour. Et tout ça, c'est encadré par les textes. Aujourd'hui, notre combat, c'est de finir avec la migration irrégulière et encourager la migration régulière et en respectant les textes. J'ai saisi cette occasion pour remercier le ministère des Maliens de l'extérieur, remercier le gouvernement, remercier les partenaires pour tous les efforts déployés au quotidien à l'endroit de ceux-là qui sont concernés par la migration. Les travaux de ces cadres de concertation pour cette journée seront axés sur le flux migratoire du dernier trimestre, la mise en place des mécanismes de suivi-évaluation, de la mise en œuvre du plan annuel et des recommandations pour formaliser les voies de la migration. La mise en place de notre cadre de concertation régionale sous la tutelle du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine contribuera à l'identification de nos priorités. Il s'agit de celles de la région. Et à éviter les doublons et à développer une synergie complémentaire pour une intervention efficace et efficiente dans les domaines. Compte tenu des dangers du phénomène, les acteurs s'engagent à travers cette plateforme à échanger en vue de dégager des solutions adéquates au cas typique de Tombouctou. Les autorités de la transition gratifient les meilleurs élèves du DF des académies d'enseignement du Mali en les offrant un voyage intégrateur, nos futurs cadres à la découverte du riche patrimoine culturel et touristique du pays. Après Sélénié, ces jeunes viennent de séjourner à Sikasso où ils ont visité quelques sites touristiques de la région. De belles découvertes grâce à l'agence pour la promotion du tourisme au Mali qui a pour ambition la relance de nos activités touristiques. Mouzokoro Sérémé, Suleiman Bamba, compte rendu. Parés des couleurs nationales en signe de patriotisme, ils sont au total 75 jeunes touristes accompagnés de leurs encadreurs à effectuer ce voyage intégrateur première édition. Depuis le bas âge, si on commence à connaître et découvrir son pays, on va forcément aimer son pays. On va forcément œuvrer à l'âge adulte, à la dynamique du développement social, économique et culturel de son pays. Si nous arrivons à intégrer tout le monde, cela va appeler la cohésion. Ça va appeler l'entente, l'acceptation de l'autre pour que nous nous reconnaissions comme un. Nous avons de fortes chances d'atteindre les objectifs. De la colline du Mamelon à la tombe du roi Tcheba, en passant par la résidence de Keleti Liberté, les murs du Tata et le centre culturel Sénoufo, les visiteurs du jour se disent séduits par l'essentiel des atouts touristiques du cercle de Sikasso, où on dénombre plus d'une vingtaine de sites. Je ne savais pas que le Tata, ça faisait au moins 9,5 km de périmètre. Donc vraiment, c'est surprenant. Je n'étais jamais allée sur le site où il y avait la tombe de Tcheba Traoré. Ça a été une découverte parce que moi je ne voyage pas trop, donc ça m'a vraiment plu. J'ai compris que le Mali est un pays d'histoire de la culture. Pas besoin de prendre une culture d'autres pays. Et l'édition 2022 de ce pèlerinage culturel à Sikasso aura été un succès. Les enfants que nous avons amenés sont tous émerveillés par tout ce que nous avons vu à Sikasso ici. Ça a été une étape très fournie.
La première édition du voyage intégrateur est placée sous les signes de la cohésion sociale, de l'épanouissement culturel et de la formation citoyenne. Pour immortaliser leur passage dans la capitale du Kénédougou, les enfants ont planté plus d'une vingtaine de pieds d'arbres au groupe scolaire Amdalaï avec l'appui du service régional des eaux et forêts. Et nous arrivons au dossier de la rédaction consacré ce soir au cousinage à plaisanterie, particulièrement celui existant entre les communautés Bozo et Dogon. L'origine de ce cousinage, c'est non dit et interdit, comme le mariage entre ces deux ethnies. Autrement, un Famanta ne peut pas marier un Nangoïba et vice-versa. Pourquoi? Les raisons avec Aliou Abdoulaye Touré, Yacouba Kone et Abdoulaye Diop. Ton papa. Ah, c'est bien ça. La famille. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment ça va? Ça, c'est mon esclave. Ah, mon fils. Mais faut t'ajouter, tu dois me saluer là. Toi aussi. Hein? Qui mieux qu'un Dogon pour traiter son maître Bozo d'esclave? En ce jour de mardi, Mahamadou Kourechi de la communauté des Bozo reçoit son cousin Dogon, Laya Karambe. L'accueil est chaleureux. Chaque matin, normalement, tu dois venir me saluer. Aujourd'hui, tu es en retard. Comment ça se fait que tu ne vas pas venir? Les Bozo et les Dogons. Tout d'abord, je suis un Bozo, le papa des Dogons. C'est le cousinage. C'est un pacte qui a été scellé depuis des années, bien avant l'Empire du Mali. Et ce pacte a créé du cousinage et de la plaisanterie entre nos familles. Nous, les Dogons et les Bozo, il y a vraiment une histoire très cruciale qui existe entre nous. Parce que comme mon cousin, mon frère Kourechi vient de l'expliquer, aujourd'hui, ce qu'on a entendu depuis dans les temps, on a dit qu'entre les Bozo et les Dogons, ce sont des frères. Surtout, c'est les Bozo qui sont les grands frères. Comme entre les Dogon et Bozo, le cousinage à plaisanterie existe entre plusieurs ethnies au Mali. Une valeur ancestrale qui vise à consolider l'unité, la cohésion et le vivre ensemble des différentes communautés. Le cousinage à plaisanterie, ou précisément en langue nationale Bamananka, Senangouya, est très important dans notre société. Senangouya, alors, c'est la valeur culturelle que nos parents ont eue pour unir les différentes sociétés. Ça, c'est le cousinage à plaisanterie. D'autres l'appellent la parenté à plaisanterie. Deux cousins entre lesquels le mariage est interdit. Cette interdiction est liée à un pacte inviolable dont l'histoire remonte à des centaines d'années. Bon, le cas Bozo-Dogon effectivement est plus complexe parce qu'il s'agit là de deux frères au départ. Deux frères qui effectivement était en train de voyager et l'autre avait eu faim. Alors le grand frère était obligé de couper une partie de sa chair et de sa cuisse pour nourrir son petit frère. Alors cet acte-là a marqué le petit frère qui a décidé désormais que sa descendance ne va jamais accepter se marier avec la descendance de l'autre. Donc de façon réciproque. Donc c'est pour vous dire que depuis lors, l'interdit a été lancé. Le mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible. On n'y pense même pas. Non, ça jamais. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Un mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas du tout possible. Les deux communautés vivent en bonne intelligence et en parfaite harmonie. La vie des communautés entre les Dogon et les Bozo s'est toujours bien passée parce que, comme je l'ai dit, nous avons eu des voisinages et pendant de longs moments. Et c'était vraiment quelque chose qui s'est passé très bien. Dogon et Bozo, vraiment, on vit en parfaite harmonie. Ça se passe très bien entre les Bozo et les Dogon. Même dans la circulation, si on ne se connaît pas, peut-être s'il y a une petite divergence entre nous, il peut y avoir quelque chose qui va montrer que vraiment ces deux ne doivent pas se bagarrer. Ouais, il y a ce mythe qui est là. Et c'est Dieu même qui a fait ça, quoi. Même nous-mêmes, on n'a pas cette explication-là. La religion musulmane prône également l'entente dans la société. Toutefois, elle ne fait pas cas de l'interdiction du mariage entre deux ethnies. Mais attention, certaines femmes ne pourront pas être mariées. Les femmes que tu ne peux pas marier, on appelle les femmes azumaram, c'est-à-dire la sœur de ton père ou la demi-sœur de ton papa, ou ta propre demi-sœur, ou ta propre sœur. Le mariage avec eux est purement
interdit. Mais à part ça, de dire moi je suis Peul, toi tu es forgeron, ou je suis Dogon, toi tu es Bozo, l'islam ne touche pas à ça. Si l'islam ne tranche pas la question, le phénomène a bien des explications sociologiques, avec un focus sur certains facteurs clés. Certaines ethnies ne se marient pas au Mali parce que les ancêtres ont prêté serment ou ont certainement accepté ou signé un pacte. Ce pacte-là est pratiquement le processus de serment où les ancêtres ont juré par rapport à ce qui va advenir si on arrivait à effectivement transgresser certains interdits. Il y a eu interdiction parce que quelque chose s'est passé. Dans les archives des mairies approchées, aucune mention n'est faite d'un cas de mariage entre Dogon et Bozo. Les interdits de mariage entre certaines ethnies au Mali perdure comme l'une des plus frappantes et pesantes manifestations du traditionnalisme conservateur. D'ailleurs, cette interdiction est racinée profondément dans l'histoire socio-culturelle. Cet interdit perpétue le souvenir du don de la vie et de l'amour entre deux frères. Et durant ma carrière, je n'ai jamais célébré un tel mariage. Voilà. Loin d'être un mythe, l'interdiction du mariage entre les communautés Dogon et Bozo résiste au temps. Ni la religion, encore moins la modernité, n'ont eu raison de ce pacte qui demeure inviolable. D'accord, on s'est dit après. Inch'Allah. Maintenant, tu as toutes mes bénédictions maintenant, parce que tu es passé prendre la bénédiction. Merci. Maintenant que Dieu t'accompagne. Merci. Ah, tu t'es baptisé Dogon, hein? Tu as compris. Voilà, on a bel et bien compris les patronymes Karambe, Kureshi ou encore Famanta Onguiba. Pas de mariage. Merci pour ces dossiers. Nous allons passer au sport. Si le jingle est là, bien sûr. Merci d'être là à côté de moi, Siragatou Sissé. Je vais d'abord donner le point Covid de ce jour et après on en vient à vous, Siragatou. Alors, ce 10 septembre, le point Covid, 88 cas positifs, 33 guéris, 0 décès et 402 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. On en vient donc à Siragatou Sissé qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Nyanya Lutraoré. Alors, comment ça se passe tout ce sport week-end? Nous allons commencer par le tournoi IFOA, zone A. Les Aiglons du Mali n'iront pas en Égypte pour la phase finale de la CAN Junior, malheureusement. Ah oui, les Aiglons du Mali ont été stoppés par les juniors de la Gambie au tir au but 4-2. Le score au terme du temps réglementaire et des prolongations était d'un but partout. Le Mali avait ouvert le score à la 23e minute et la Gambie a égalisé à la 86e minute. Les Aiglons du Mali, donnés favoris pour se hisser en finale, tombent en demi-finale et ne participent pas à la CAN Junior Égypte 2023. C'est la deuxième fois que le Mali, pourtant sacré en 2019, rate la compétition. Avec votre permission, Nyanya Lutraoré, un mot de nos clubs engagés sur la scène africaine. Cet après-midi à Mongomo, en Guinée équatoriale, le Djoliba, c'est un match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, a perdu 2-0 face au Deportivo Mongomo. Le match retour se jouera le 18 septembre ici à Bamako. En Coupe de la Confédération tour préliminaire aller, l'AS Real affronte ce dimanche l'AS Douane du Burkina Faso. Le match est délocalisé à Cotonou au Bénin. Les stades au Burkina Faso ne sont pas homologués. Oui, on continue, on va revenir donc ici avec notre coupe, la coupe ORTM. La commune 4 valide son billet pour la finale. Oui, la coupe de toutes les émotions. La commune 4 a dominé cet après-midi au stade Mamadou Konaté. La commune 3 par le score de 3-2. Modibo Touré, 10e minute sur un somptueux coup franc.
Fousseini Fofana, 21e et 50e minute ont marqué en faveur de la commune 4. Vous voyez, c'est somptueux coup franc pour l'ouverture du score. Et Adama Bengali de la commune 3 dans la foulée, 25e et 79e minute, inscrit un doublé du côté de la commune 3, score final 3 buts en 2 en présence de nos directeurs. Oui, effectivement, de l'ORTM. Et des partenaires de l'URTM également. Oui, nos partenaires, nos fidèles partenaires. Alors, vainqueur de la dernière édition, la commune 4 en finale de la Coupe ORTM défendra bel et bien sa couronne le 24 septembre au stade de Mamadou Konaté. La commune 4 a encore de l'appétit. Oui, et on sera au rendez-vous Coupe ORTM, toujours Siragatou. La seconde demi-finale se jouera demain, dimanche, au stade Mamadou Konaté, entre la commune 6 et Kati. Oui, battue en finale en 2021, la commune 6 est revancharde. Kati, habituée des demi-finales au niveau du sport de masse, est prête pour défier son adversaire. Alors, commune 6 Kati, une sorte de finale avant la lettre, nous dit Salif Ouedrago. Hyper motivée, l'équipe de Kati, détentrice de la première édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, veut se hisser en finale de la Coupe ORTM. Pour cela, elle multiplie les matchs amicaux avec les meilleures équipes de la place pour être fin prête. La sérénité se lit sur tous les visages, y compris l'encadrement. Je suis très confiant. J'ai confiance à mes coéquipiers et moi-même. Donc le travail qu'on a fait durant toute la semaine, j'espère que nous allons gagner. Nous voulons le soutien de tous les peuples catois et venir nous soutenir. Comme ça, nous allons bien aborder le match et Inch'Allah, nous allons remporter la victoire. La commune 6, finaliste malheureuse de la dernière édition de la Coupe ORTM, veut laver l'affront de sa défaite subie 3-1 devant Kati lors de la phase poule de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Le début, c'est le seul conseil qu'on avait, gagner les 5 matchs. Je pense qu'on a gagné 3, ça reste 2. Et on va commencer par Kati, dimanche, Inch'Allah, pour la finale. On s'est bien préparé. On a surtout corrigé nos lacunes. C'est vrai, on a fait 3 victoires d'affilée, mais ça ne veut pas dire que tout était parfait. Il y avait des lacunes dans les jeux. Donc pendant ces dernières semaines, on a fait des matchs amicaux, vraiment pour essayer de corriger nos lacunes. On sait comment ils jouent, on a un peu étudié leur jeu, donc on a mis des plans de jeu vraiment pour pouvoir gagner cette rencontre. Ce duel est sur toutes les lèvres. Le vainqueur de cet explosif commune 6 Kati filera en finale de la Coupe ORTM édition 2022. Et le vainqueur va affronter donc la commune 4. La commune 4 le 24 septembre. Le 24 septembre. Le rendez-vous est pris. Nous allons parler d'une autre coupe, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Les joueurs réunis en internat au lycée sportif Benoumar Si. Ils sont fin prêts, Siragatou. Ils procèdent même à la montée des couleurs pour mettre en valeur l'esprit civique avec l'esprit sportif. Tout à fait, au-delà de la pratique du football au stade Mamadou Konaté et au stade de Modibo Keïta, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est un cadre de brassage, de cohésion et d'apprentissage de l'histoire du pays avec la montée des couleurs. Abdul Karim Kaba. Cette montée des couleurs intervient suite à la volonté des plus hautes autorités du pays. Dans la cour du lycée sportif Benoumar Si de Kabbalah, les délégations entonnent l'hymne national. Les couleurs nationales flottent. Ça, c'est le sens du patriotisme, du civisme. Ces jeunes qui sont venus pour cette compétition, je vois vraiment un brassage. Il y a l'unité qui est recherchée, que je vois à travers ces jeunes. La montée des couleurs par les joueurs de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta doit davantage renforcer en chacun de nous la fibre patriotique et nous faire prendre conscience de la nécessité pour chaque Malien de défendre la mère patrie au prix de notre sang. Cherchons la cohésion sociale, l'unité nationale autour de notre drapeau. De Caille jusqu'à Kidal, toutes les régions sont là. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, toutes les délégations ont compétit. Bon, deux. Le troisième, le brassage. Le fait tout simplement que les jours de repos, tout le monde est là pour animer. Le temps qu'on a passé ici, on a passé de bons moments ici. On espère que le reste de notre temps, ce sera plus beau aussi que ce qu'on a déjà vécu. Surtout, on s'est connus. Moi, je me suis connu avec les dirigeants de CAI et les jeunes aussi, ainsi que les joueurs de CAI. C'est la même chose, c'est le cas aussi des jeunes. Ils sont tous connus, ils sont ensemble presque chaque nuit, chaque soir. Ils sont toujours ensemble et c'est ça
l'objectif. La montée des couleurs au lycée sportif Beno Marsi par les différentes délégations de la Super Coupe au colonel Assimi Goïta est une invite à tout un chacun à honorer et respecter le drapeau pour inciter la jeunesse à l'aimer et rester fidèle à leur pays et le défendre partout où besoin sera. C'est dans ce même ordre d'idée de cohésion et d'unité que les joueurs et leur encadrement se retrouvent en salle pour le déjeuner, dans le plus grand respect et de convivialité. Les plats étaient copieux, nous dit Abdul Karim. C'est sûr, c'est la gâteau. Tout à fait. Alors, sur le terrain cet après-midi, au stade de Modibo Keïta, le CNT a corrigé Gao 4-0, court succès 1-0 de Ségou sur l'équipe du gouvernement. La 5e journée des matchs de groupe s'achève demain dimanche avec Kidal Mopti à 16h et Tombouctou Sikasso à 18h. Merci Silagatou. Les informations météorologiques avec Abdoulaye Keïta, c'est juste après moi. À suivre aussi l'entretien exclusif accordé à l'ORTM par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga en Bamanankan. Et sur ce donc, on va prendre fin ce journal. Et grand merci à nos téléspectateurs de Mafé, à Meguetan, Mamibou et Koulikoro. À demain 20h. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir également à vous Silagatou. Pareillement à vous.